Au cœur de l'océan, là où les vagues se confondent avec le brouillard et où les navires se transforment en spectres de bois flottant sur des eaux incertaines, était née l'une des légendes les plus sombres de l'histoire, celle des femmes pirates. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la soi-disant âge d'or de la piraterie, les mers n'étaient pas seulement un théâtre de pillage et de batailles, mais aussi le lieu où les chaînes de l'ordre établi se brisaient. Pour beaucoup d'hommes, être pirate était un défi à l'Empire. Mais pour une femme, s'engager dans cette vie était quelque chose d'encore plus redouté, un crime contre la loi et contre la nature elle-même, selon les voies de son temps. La question résonne comme un écho glacé. Quelle chance une femme avait-elle devant un tribunal naval dirigé par des juges hommes, où même l'encre de la loi était souillée par l'idée que la piraterie féminine était un acte contre nature? La réponse, cruelle et sans phare, était presque aucune. La justice maritime, érigée sur les piliers d'un empire qui ne tolérait aucune déviation, devint une machine implacable qui broyait coupables et innocents, et avec encore plus de fureur si l'accusée était une femme. La scène était grotesque, des procès improvisés dans des colonies comme la Jamaïque ou New Providence, sans jurés, avec des verdicts prédéterminés avant même d'entendre un seul mot. Des officiers de marine, des capitaines, des marins terrifiés, offraient des témoignages, mais tous savaient que la sentence était écrite d'avance. Pour les femmes, ces audiences n'étaient pas des tribunaux, c'étaient des cérémonies de condamnation déguisées en justice. Le monde colonial respirait la violence. Les Caraïbes bouillonnaient entre d'intérêts commerciaux, de plantations, d'esclaves et de routes surveillées par des navires de guerre. Au milieu de ce système, une femme maniant un sabre ou prenant la barre d'un navire pirate devenait une aberration, un monstre qui devait être éradiqué. Elle n'avait pas seulement volé son or au roi, elle avait volé son ordre à la société. C'était la double hérésie, contre la couronne et contre son propre genre. Il est effrayant de penser que l'histoire de ces femmes s'est écrite en grande partie, non pas avec de l'encre, mais avec le silence. Les chroniqueurs officiels, les juges, les prêtres, tous préféraient les effacer, les réduire à des rumeurs, les transformer en avertissements pour les autres. Mais que nous révèle ce silence? Craignait-il l'épée d'une femme plus que les canons de 100 navires? Ou que la simple idée de sa liberté pouvait corroder les fondations du pouvoir impérial? Imaginez la scène, la côte de Londres couverte de brouillard, l'eau de la Tamise s'écoulant calmement, et au milieu de ce paysage humide et froid, une foule rassemblée pour assister au destin de ceux qui avaient osé défier la couronne. Parmi les condamnés, parfois, apparaissait une figure féminine. Là, son corps se transformait en spectacle, en une leçon vivante de ce que signifiait défier non seulement les lois, mais la structure même d'une société patriarcale. Aujourd'hui, cela nous semble impensable, et pourtant, l'ombre de ce jugement inéquitable ne persiste-t-elle pas encore? Dans de nombreux coins du monde, la voix d'une femme continue d'être ignorée, ses décisions remises en question, sa rébellion punie. L'histoire des femmes pirates n'est pas seulement un récit de navires et de batailles, c'est le portrait d'un pouvoir qui tremble face à l'inattendu. Ce voyage que nous sommes sur le point d'entreprendre nous mènera des tribunaux navals au gibet de l'Empire, des fouets aux prisons flottantes. Il nous montrera comment ces femmes furent transformées en exemples, en avertissements, encore exposés, afin que la peur se transmette de génération en génération. Et il nous laissera une question inconfortable. Que fait une société de ceux qui ne rentrent pas dans ces moules? La réponse est écrite dans le sang, dans les cordes, dans les cris étouffés par le vent marin. Et c'est là que commence notre histoire. Dans les tribunaux navals improvisés des Caraïbes, la justice était une mascarade. Il n'y avait pas de jurés, pas de voix impartiale, seulement la froide machinerie d'un empire qui voyait dans la piraterie une offense directe à son pouvoir. Mais quand l'accusée était une femme, le procès prenait un ton encore plus cruel, presque rituel. Il s'agissait non seulement de punir le délit, mais d'écraser l'idée même qu'une femme puisse naviguer, combattre et décider par elle-même. Les procès se déroulaient dans des colonies tout comme la Jamaïque ou New Providence, dans des salons improvisés ou des entrepôts transformés en tribunaux temporaires. L'odeur de sueur et de salpêtre imprégnait l'atmosphère. Des officiers de la marine royale siégeaient dans leurs uniformes brillants, tandis que les accusés étaient représentés en haillons, enchaînés, presque déshumanisés. Le verdict était écrit avant même que quiconque n'ouvre la bouche. La sentence était une mise en scène, un théâtre où tous connaissaient la fin. Anne Bonny et Mary Read
Les deux femmes pirates les plus légendaires l'ont bien compris en 1720 lorsqu'elles furent traduites devant la cour à Spanish Town, en Jamaïque. La salle était bondée. Le procès fut rapide, mais l'atmosphère était chargée d'une tension insoutenable. Lorsque Jack Rackham, connu sous le nom de Calico Jack, son amant et complice de méfaits, fut condamné, Bonnie lui lança une phrase qui traversa les siècles. « Si tu avais combattu comme un homme, on ne t'aurait pas pendu comme un chien. » Cette phrase n'était pas seulement un reproche, c'était un défi direct au cœur d'un système qui vénérait la masculinité comme seul bouclier valable contre la mort. Le seul recours que les femmes pouvaient invoquer était celui connu sous le nom de « pleading the belly », l'allégation de grossesse. Le corps féminin, vu comme une machine de reproduction, se transformait en dernier refuge pour retarder la corde. Dans le cas de Bonnie et Reed, cette tactique fonctionna, du moins pour un temps. Mais beaucoup d'autres n'eurent pas cette chance. Leur ventre vide ne pouvait en les sauver du verdict gravé dans le marbre. L'ironie est macabre. Le même système qui niait à la femme tout droit ne reconnaissait sa valeur que lorsqu'elle portait dans son ventre la semence d'un autre être. La vie de la mère importait moins que la possibilité d'un nouveau sujet pour la couronne. Cette miséricorde était aussi instrumentale que cruelle. Les témoignages lors des procès étaient également partiaux. Des marins effrayés juraient avoir vu les accusés brandir des sabres, allumer des mèches, inciter à la mutinerie. Mais quelle part de cela était vraie et quelle part était une exagération née de la peur et de la convenance? Peu importait. La cour n'était pas intéressée par les nuances. Les procès-verbaux étaient vraiment des preuves irréfutables, les rumeurs devenaient comptant des vérités absolues, et les voix des accusés étaient rarement entendues. La figure de la femme pirate se transformait alors en un monstre symbolique, un avertissement contre toute déviation. Il fallait transformer son procès en spectacle pour renforcer le message que la mère appartenait à l'Empire et l'obéissance au genre. Si un homme défiait de pied la couronne, il était un traître. Si une femme le faisait, elle était une hérétique de la nature. La psychologie du tribunal révèle une obsession, punir non seulement le crime, mais le symbole. La femme pirate devenait le miroir de l'impensable, le désordre absolu, la menace d'un monde où la hiérarchie de genre s'effondrait. C'est pourquoi leur procès en était un des rapides, mais chargé de théâtralité. Car ce n'était pas une personne qui était jugée, c'était l'idée même de la liberté féminine dans une mer dominée par les hommes. Et en sortant de ces tribunaux, il ne restait plus d'espoir. L'étape suivante était le gibet, et l'écho du marteau des juges résonnait comme une cloche funèbre annonçant la danse imminente de la corde. L'aube à Londres pouvait être grise et silencieuse, mais à Wapping, le long de la Tamise, ce silence était rompu par des cris, des rires et des prières saccadées. Là se dressait le redouté Exécution Dock, le quai de la mort où les pirates de tous les coins du monde trouvaient leur fin. Pour les hommes, la scène était déjà brutale. Pour les femmes, c'était un spectacle encore plus morbide, car leur seule présence au gibet défiait la logique de l'ordre impérial. La loi était claire et impitoyable. L'acte de piraterie de 1698, signé sous le règne de Guillaume III, ne laissait aucune place au doute. Tout accusé et reconnu coupable de piraterie devait mourir. Il n'y avait ni appel ni indulgence. Le délit était puni de mort, sans égard au genre ou aux circonstances. Mais la manière dont cette sentence était exécutée était imprégnée de symbolisme et de cruauté calculée. Les condamnés étaient transportés depuis la prison de Newgate dans des charrettes découvertes, entourées de gardes armés. Les rues se remplissaient au sang de foules impatientes d'assister au spectacle. Il s'agissait d'un rituel public, d'une cérémonie de violence destinée à étancher la soif de sang du peuple et, en même temps, à lui rappeler le pouvoir de l'Empire. Entre moqueries, insultes et prières, les femmes accusées marchaient, la corde les attendant, comme un collier de fer invisible. Le gibet n'offrait pas une mort rapide, contrairement aux exécutions sur terre ferme, où l'on utilisait la longue chute pour briser le cou immédiatement à exécution dock, on appliquait la courte chute. Le corps ne tombait pas assez loin et la mort survenait lentement par strangulation. Les condamnés s'agitaient, leurs jambes battaient en l'air vide, les muscles se tendaient dans une danse grotesque connue sous le nom de balle du maréchal. La foule observait comment la vie s'échappait goutte à goutte de leurs poumons. Pour beaucoup, ce moment était un spectacle plus attrayant que n'importe quelle pièce de théâtre à Drury Lane. Les femmes, bien que peu nombreuses, ne firent or pas exception.
L'histoire de Mary Critchett le prouve. Cette femme américaine qui, en 1729, rejoignit un groupe de forçats évadés devenus pirates, fut capturée près de la Virginie. Le procès fut rapide, la sentence sans appel. À Williamsburg, elle fut condamnée à la potence et exécutée sans délai. Aucune grossesse, aucune supplication ne put la sauver. Son corps fut pendu comme un avertissement, sans chanson ni légende pour adoucir sa fin. Mais le plus terrifiant n'était pas seulement la mort, mais ce qui venait après. Les corps des pires délinquants, surtout ceux qui avaient acquis une certaine notoriété, étaient en laissés pendus jusqu'à ce que la marée les baigne 3 fois. Ce châtiment, connu sous le nom de gibbeting, transformait les morts en spectres marins. Les vagues frappaient les cadavres, se balançant, la chair gonflée, les visages se déformaient. Les enfants regardaient, les marchands passaient et l'Empire gravait dans la mémoire collective la leçon que la piraterie n'était pas pardonnée. L'exécution d'une femme pirate n'était pas seulement une punition. C'était un message écrit avec des cordes et du sang, qu'aucune femme ne devait oser usurper la place des hommes en mer. Le corps féminin, qui de son vivant avait défié les limites, était transformé en étendard d'avertissement dans la mort. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer un tel spectacle, mais à cette époque, c'était aussi quotidien que le marché ou la messe dominicale. Et pourtant, ne sommes-nous pas toujours les spectateurs d'autres gibets modernes, caméras, écrans, gros titres qui montrent la chute de ceux qui défient dans le pouvoir. La scène a changé, mais la logique du châtiment public demeure. L'exécution d'Oc n'était pas seulement un lieu de mort, c'était un théâtre de la peur. Et chaque femme qui se balançait à sa potence devenait une ombre destinée à terrifier les autres. Avant que la corde ne leur serre le cou, de nombreuses femmes urbaines pirates connurent un autre tourment. Le fouet. L'Empire ne tuait pas toujours immédiatement. Parfois, il préférait déchirer la peau petit à petit, afin que la douleur devienne un spectacle et l'humiliation une leçon publique. La flagellation était un châtiment aussi ancien que la guerre, et sur les quais des Caraïbes ou dans les colonies anglaises, elle se transforma en un rituel de contrôle social. Le fouet choisi était le redouté chat à 9 queues, une corde épaisse divisée en 9 lanières terminées par des nœuds durcis. Chaque coup pouvait ouvrir la chair, arracher des lambeaux de peau, laisser des cicatrices qui ne guérissaient jamais complètement. 12 coups suffisaient en tétain à briser un homme aguerri par la mer. Imaginez alors ce que cela signifiait pour une femme exposée devant un public avide de voir du sang. La scène était cruelle et cérémonielle. Les autorités convoquèrent la foule, marchands, soldats, femmes et même enfants, se rassemblaient pour regarder. Sur les places, sur les quais, aux portes des prisons, le châtiment devenait un théâtre. Les bourreaux levaient le fouet, et à chaque coup l'air se remplissait d'un son sourd, suivi par le cri de la victime. Mais dans le cas des femmes, cette douleur portait une charge supplémentaire, la raillerie. Leur corps n'était pas seulement puni, ils étaient transformés en symboles de dégradation. La foule devait apprendre qu'une femme qui oserait naviguer avec des pirates perdrait non seulement la vie, mais aussi la dignité. Les registres historiques nous racontent qu'en 1720, lorsque Anne Bonny et Mary Read furent capturées en Jamaïque, elles restèrent dans des conditions déplorables avant d'être jugées. Bien qu'il ne soit pas directement documenté qu'elles aient reçu des coups de fouet, d'autres femmes pirates des colonies américaines subirent ce sort. Beaucoup furent contraintes d'avouer sous la torture, et les coups de fouet étaient alors le moyen préféré pour arracher des mots tachés de sang. La psychologie du châtiment était évidente. Il ne suffisait pas d'éliminer la pirate. Il fallait l'exhiber. Le corps féminin devenait une toile de douleur, un rappel pour toutes les autres que la liberté était impossible. Les coups ne manquaient pas seulement la peau, mais aussi la mémoire collective. Et le plus pervers était la fascination du public. Certains assistaient aux flagellations comme on va au théâtre, s'attendant à voir un drame sanglant en direct. Les enfants apprenaient à craindre et à obéir, les hommes se sentaient réaffirmés dans leur supériorité. Les femmes, contraintes de regarder, se comprenaient que la rébellion pouvait leur coûter l'âme. Le fouet, en ce sens, était plus efficace que le gibet. La mort était rapide, mais la douleur lente se transmettait comme un murmure constant dans la conscience sociale. En termes anthropologiques, la flagellation publique était un sacrifice symbolique. La femme flagellée devenait un bouc émissaire,
une offrande sanglante pour maintenir l'ordre. Et en termes psychologiques, c'était une forme de domination absolue. Transformer la victime en spectacle pour que même dans la douleur, elle ne puisse pas revendiquer son humanité. Les échos de ces flagellations continuent de résonner dans l'histoire, car ce qui était puni n'était pas seulement un délit de piraterie, c'était l'audace de franchir les frontières tant que la société avait tracées avec le fer. Toutes les femmes pirates n'ont pas été menées au gibet. Certaines jugées trop utiles pour être exécutées furent d'un jetées vers un destin tout aussi sombre, l'esclavage ou le concubinage forcé. Si la corde les transformait en spectacle d'avertissement, le marché les réduisait à des marchandises, des corps échangés comme butin de guerre dans les colonies des Caraïbes, d'Afrique de l'Ouest et des Amériques. Dans les villes portuaires dominées par les Espagnols et les Portugais, les frontières entre piraterie, course et esclavage étaient montées diffuses. Des archives d'Octobre de Portobello et Carthagène mentionnent des femmes capturées sur des navires pirates traités comme des dépouilles de guerre. Le document ne faisait pas de distinction entre pirates, prisonnières ou accompagnatrices. Toutes étaient absorbées par l'engrenage colonial, classées comme des pièces pouvant servir dans les plantations, les cuisines ou les liaisons d'officiers et de marchands. L'ironie macabre est que, pour le pouvoir, ces femmes avaient plus de valeur vivante que morte. Une femme africaine ou métisse trouvée à bord d'un navire pirate n'était pas jugée. On supposait automatiquement qu'elle devait être esclave. Elle était vendue sans autre forme de procès. L'or n'arrivait pas toujours dans des coffres. Parfois, il prenait la forme de chair humaine. La piraterie féminine, alors, trouvait une fin différente. Non pas au gibet, mais dans la disparition. Cette disparition était double, physique et symbolique. La femme perdait sa liberté, son nom, son histoire. Elle devenait servante anonyme, concubine forcée, pièce d'un système qui effaçait toute trace de rébellion. Ce qui de son vivant avait été un acte de défi. Brandir un sabre, diriger un équipage, crier des ordres sur le pont, était réduit au silence derrière les murs d'une hacienda ou dans l'obscurité d'une cabine étrangère. Historiquement, cette pratique s'inscrivait dans un schéma plus large. La femme comme corps utilitaire, modelé selon la nécessité du pouvoir. Dans la plantation, elle était une force de travail. Dans la maison coloniale, elle était servante. Dans le lit du gouverneur, elle était un objet de désir déguisé en autorité. Peu importait qu'elle ait été pirate, prisonnière ou simple passagère, l'essentiel était qu'elle cesse d'être un sujet pour devenir une propriété. Le message était clair, la mère avait pu lui donner des ailes de liberté, mais le pouvoir colonial savait comment les couper. Tandis que les hommes pirates étaient pendus pour que tous voient leur fin, les femmes avaient été effacées de la mémoire collective par une punition encore plus silencieuse. Le gibet enseigné par la peur, l'esclavage enseigné par l'oubli. Cet oubli est peut-être le châtiment le plus cruel, car il n'y a ni chanson, ni ballade, ni légende qui se souviennent de ces femmes disparues entre plantation et cuisine coloniale. Leur destin ne fut pas consigné dans les annales de la justice, mais dans le néant. Et là réside le triomphe le plus sinistre du pouvoir. Faire en sorte que leur histoire ne soit jamais racontée. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de piraterie féminine, nous pensons souvent à des figures comme Anne Bonny ou Mary Red, dont les noms ont survécu au brouillard du temps. Mais derrière elles, il y eut des dizaines, peut-être des centaines de femmes, dont les corps ne furent pas pendus à un quai, mais vendus comme s'ils étaient des sacs de canne à sucre. Elles n'eurent même pas le privilège de mourir en tant que pirates. Elles moururent comme des esclaves invisibles. Toutes les condamnées n'ont pas trouvé la corde ni le marché aux esclaves. Pour beaucoup, la mort arriva de manière plus lente, silencieuse et atroce. À bord des navires-prisons, ces coques pourries qui flottaient ancrées dans les ports coloniaux ou britanniques, transformés en tombes sur l'eau. C'étaient des navires qui avaient autrefois servi à la guerre et qui, devenus inutilisables, furent transformés en cages flottantes pour les ennemis de l'Empire. Pirates, rebelles, déserteurs, et parmi eux des fameuses aussi. Les conditions étaient inhumaines. Sous le pont, les prisonniers étaient enchaînés dans des espaces si réduits qu'ils pouvaient à peine bouger. L'air était dévissé par l'humidité et la putréfaction. La lumière du soleil ne pénétrait pas, et l'obscurité devenait une torture constante. Là, la maladie se propageait comme un incendie. Dysenterie, typhus, variole. La nourriture était rare, rance, infestée de vers. L'eau devenait un poison lent.
Pour les hommes, c'était déjà un supplice. Pour les femmes, cela signifiait une double vulnérabilité. Les registres officiels en parlent peu. Elles sont à peine mentionnées, comme si l'histoire elle-même avait voulu les effacer. Mais les témoignages indirects suggèrent dans ce qui n'a pas été voulu être écrit. Abus de gardes et de marins, violences sexuelles, exploitation sous le manteau de l'impunité. Les femmes étaient invisibles dans les documents, mais visibles pour les bourreaux anonymes qui les gardaient. Le silence des archives est aussi assourdissant que les chaînes qu'elles traînaient. La mort sur ces navires n'était pas immédiate. Il n'y avait pas de spectacle, pas de foule. Seuls des corps qui se consumaient lentement, des squelettes qui s'accumulaient dans les cales et étaient ensuite jetés à la mer comme des déchets. Pour l'Empire, il était plus facile qu'elles disparaissent sans laisser de traces, sans besoin de gibet ni de gibbeting. C'était la manière la plus discrète d'éliminer ceux qui ne rentraient pas dans l'ordre établi. D'un point de vue psychologique, ce destin était encore plus cruel que la potence. Le condamné pendu à exécution d'oc mourait au moins devant le monde, transformé en avertissement. Le prisonnier d'un navire-prison, en revanche, mourait dans la pénombre, oublié avant même d'expirer. Et c'est dans cette invisibilité que résidait la victoire finale du pouvoir. La condamnation n'était pas seulement pour le corps, mais aussi pour la mémoire. Les navires-prisons étaient donc des symboles flottants de la peur impériale. Ils rappelaient que la justice de la mer ne cherchait ni rédemption ni pitié, seulement la soumission. Et ceux qui y entraient en sortaient beau rarement, et les femmes qui tombèrent dans ces cales furent victimes d'une condamnation qui combinait maladie, abus et oubli. L'image est perturbante. La mer, qui fut autrefois synonyme de liberté pour ces femmes, se transformait en le lieu où leur corps pourrissait enchaîné. Là, dans l'humidité et le silence, la piraterie féminine s'éteignait goutte à goutte, respiration après respiration, jusqu'à disparaître sans nom ni épitaphe. Derrière chaque procès, chaque fouet et chaque potence se cachait une vérité inconfortable. L'Empire craignait les femmes pirates plus que les hommes. La question est inévitable. Pourquoi ? Qu'est-ce qui pouvait provoquer plus de terreur chez une superpuissance maritime qu'une femme à bord d'un navire ? La réponse ne réside pas seulement dans la piraterie en tant que délit, mais dans ce que ces femmes représentaient. Un homme qui volait un galion était un criminel. Une femme qui faisait de même était un monstre qui remettait en question l'ordre même de la société. Car dans un monde où la loi dictait que la femme devait obéir, prendre soin et se taire, la voir avec un sabre à la main et le vent sur le visage, c'était contempler un miroir d'anarchie. Elle ne défiait pas seulement la couronne, elle défiait la nature de genre construite par des siècles de dogmes religieux et culturels. La psychologie de la peur impériale se nourrissait de symboles. Les femmes pirates étaient transformées en avertissements, car elles montraient que les frontières de genre pouvaient être brisées. En elles, on voyait la possibilité d'un monde différent, un monde où la femme n'était ni possession ni ombre, mais leader et guerrière. Cette idée était insupportable pour une société qui maintenait son pouvoir sur des hiérarchies rigides. Ce n'était pas un hasard si elles étaient comparées à des sorcières. Comme les accusées des procès de Salem, elles étaient vues comme des incarnations de l'antinaturel, du démoniaque. La femme libre équivalait à la femme maudite. Dans les sermons de l'époque, on parlait d'Ève comme la racine du péché et de Marie comme un exemple de soumission. Les pirates, en revanche, étaient des Èves sans repentir, des femmes qui préféraient en couler avec leur navire plutôt que de retourner à l'ordre divin. Selon la philosophie et la religion de leur temps, ces figures étaient intolérables. Le corps féminin était conçu comme un instrument de reproduction, non comme une arme de guerre. Lorsque ce corps s'armait et devenait une menace, l'Église et l'État s'accordaient sur une chose: il devait être anéanti ou rendu invisible. Et pourtant, le fait qu'elles aient été exécutées avec tant de théâtralité, qu'elles aient été fouettées devant des foules, qu'elles aient été effacées dans des navires-prisons, révèle une peur sous-jacente. L'Empire savait que tuer une femme pirate ne suffisait pas. Il fallait aussi tuer l'idée, car une seule histoire de rébellion féminine pouvait allumer l'étincelle du doute chez des milliers d'autres. Des figures comme Anne Bonny et Mary Read ont survécu dans la mémoire précisément parce qu'elles étaient dans des anomalies. Leur nom perdure parce qu'elles étaient considérées comme des menaces trop puissantes pour être entièrement oubliées. Mais à chaque exécution, à chaque disparition, l'Empire répétait son mantra « Cela ne doit plus jamais arriver ». La peur impériale des femmes pirates nous parle, au fond, de la peur universelle du changement. Ils ne craignaient ni le sabre ni le canos.
Ils craignaient ce que représentait une femme libre dans un monde qui la voulait enchaîner. Et cette peur fut suffisante pour justifier la corde, le fouet et le silence. Aujourd'hui, des siècles plus tard, nous pouvons lire ces actes pour ce qu'ils furent réellement des confessions de faiblesse, car aucun pouvoir sûr de lui-même n'a besoin de pendre des femmes pour se maintenir. Seul le pouvoir fragile, rongé par le doute, transforme ses ennemis en spectacle de mort. Sur les rives de la Tamise, lorsque l'eau frappait lentement les murs de l'exécution d'Oc, il flottait un murmure qui ne venait pas des vivants, mais des morts. C'étaient les voix de ces femmes réduites à des exemples, à des spectres pendus à une corde ou à des corps effacés dans la pénombre des navires-prisons. Leurs noms, pour la plupart, ont sombré avec les marées. Ce qui est resté, c'est l'avertissement. Ne pas défier le pouvoir, ne pas défier le genre, ne pas défier l'ordre. Mais l'histoire garde toujours des fissures. Anne Bonny, Mary Read, Mary Critchett, certaines ont survécu dans les récits, bien que déformées, transformées en mythes à mi-chemin entre la fascination et l'horreur. Derrière chacune d'elles, cependant, se cache une armée invisible de femmes dont la rébellion a été réduite au silence. Leur disparition n'était pas fortuite, elle faisait partie du mécanisme de contrôle, tuer non seulement la personne, mais aussi la mémoire. L'écho de cette violence nous parvient, car en demandant ce qu'il est advenu des femmes pirates, nous posons en réalité une question plus profonde. Que fait la société de ceux qui ne rentrent pas dans ces moules ? La réponse n'a pas tant changé que nous le souhaiterions. Aujourd'hui, il n'y a plus de gibet sur les quais, mais d'autres formes de silence, d'humiliation et d'effacement persistent. Le gibet est devenu caméra, titre, spectacle numérique qui condamne sans procès. L'image est puissante. La mer qui leur avait autrefois promis la liberté finit par être leur bourreau. Les eaux qui leur avaient donné des ailes les ont engloutis dans des chaînes. Et pourtant, leur ombre demeure. Chaque récit de ces femmes est un rappel inconfortable que le pouvoir craint la liberté plus que le crime. L'historien romain Tacite a écrit « Plus les tailles sont corrompues, plus nombreuses sont les lois ». Dans le cas des femmes pirates, ces lois devinrent des chaînes qui étranglèrent non seulement leur corps, mais aussi leurs souvenirs. Mais les chaînes ont un défaut. Avec le temps, elles s'oxydent, se brisent, et les histoires qu'elles prétendaient être effacées ressurgissent bousant du silence. Peut-être dans le murmure du vent marin ou le craquement d'un vieux navire, pouvons-nous encore entendre le chuchotement de ces voix féminines qui refusèrent tant d'obéir. Des voix qui nous rappellent qu'aucun pouvoir n'est éternel, qu'aucun silence ne dure éternellement, et que, même s'ils ont essayé de les transformer en avertissements, ils ont fini par les transformer en symboles. Elles furent à plus que des pirates. Elles furent donc des miroirs dans lesquels l'humanité vit sa propre peur du désordre, et leur cri continue de traverser les siècles. Écouter ce cri, c'est aussi choisir de ne pas répéter l'indifférence qui les a condamnés. L'histoire n'est pas seulement ce dont nous nous souvenons, mais aussi ce que nous décidons de ne pas oublier. Et dans ce geste de mémoire, les pirates, femmes de fer et de feu, naviguent à nouveau.